Personne n'avait encore jamais rien vu de pareil. Cette forme élégante et futuriste fut une révélation au milieu des années 50. Et quand on constata la vitesse étonnante et les performances du Convair B-58 Hustler, il devint évident que ce n'était pas un avion ordinaire. C'est le genre d'avion, comme d'ailleurs le F-16, le F-111 et même le B-36, conçu avec un esprit libre. Il fallait des innovateurs qui n'avaient pas peur de prendre des risques, qui étaient prêts à grimper sur la plus haute branche. Et je tiens particulièrement à le dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de mal à grimper aux branches? N'est-ce pas là où se trouvent les fruits? À l'époque où la puissance aérienne se compte encore en bombardier lourd, la firme Convair n'hésite pas à remettre le dogme en question. Capable d'aller larguer la même bombe nucléaire que l'énorme B-52, le B-58 est beaucoup plus compact et agile. Mais surtout, il est plus rapide, beaucoup plus rapide. Le B-58 misait surtout sur sa vitesse, qui dépassait largement Mach 2, 2 fois la vitesse du son, c'est-à-dire environ 2200 km/h à 12 000 mètres d'altitude. Tout le concept, toute la philosophie derrière cet avion reposait sur le fait qu'il irait plus vite que tous ceux qui tenteraient de le poursuivre ou de l'abattre à partir du sol. Grâce à son aile delta, le B-58 peut voler à haute ou basse altitude en conservant une grande vitesse sans compromettre les performances. Cette double capacité est un vrai changement dans la conception des bombardiers et prouve que le Hustler est étudié non pas pour le présent, mais pour l'avenir. La cellule du B-58 avait 10 ans d'avance. C'était un avion extrêmement moderne et très sophistiqué pour son époque, vers le milieu des années 50. C'était un avion conçu par nos ingénieurs et maintenant nous le faisions voler. Ce qu'ils avaient prévu sur le papier se réalisait exactement. Nous avons certes dû faire quelques modifications et il y a eu plus tard des changements de conception. Mais nous avions à l'époque l'avion le plus rapide. J'ai postulé chez Lockheed, Convair, Douglas et tous les constructeurs de l'époque. Je suis allé à Fort Worth et l'usine était très organisée. C'est là que j'ai vu ce B-58. C'était le plus bel avion que j'avais jamais vu de ma vie. À l'arrêt déjà, il avait l'air de foncer à 150 à l'heure. À haute altitude, des performances supersoniques. À basse altitude, une grande vitesse. Et un comportement en vol magnifique. C'était probablement l'avion le plus rassurant que j'ai jamais piloté à grande vitesse, au ras du sol. On avait l'impression d'être dans une superbe Cadillac. La vitesse élevée et les hautes performances du B-58 sont le résultat d'un travail acharné pour mettre au point une machine capable de faire reculer les limites de la technologie et de l'imagination. Avant le B-58, personne ne croyait qu'un bombardier de poids moyen puisse être capable de performances supersoniques soutenues. Ce qui était pour nous une joie, en tout cas pour moi, c'était de savoir qu'on pilotait une machine exceptionnelle, d'une conception merveilleuse. On avait l'impression de dominer le monde. En 3 ans, de 1960 à 1963, le B-58 conquiert pas moins de 19 records du monde. C'est le produit d'une équipe d'ingénieurs brillants, un engin né du cerveau d'hommes qui n'ont pas eu peur de prendre des risques. Avec des performances supérieures à tous les autres avions, le Convair B-58 Hustler prend place sans équivoque parmi les grands avions de légende. C'est l'avion par excellence du Strategic Air Command. Il a passé la majeure partie du temps au bout des pistes, prêt à l'action. Et lorsque les équipages du B-58 l'emmenaient faire un tour, les records tombaient avec une époustouflante régularité. Sur la liste des souvenirs laissés par le B-58, on trouve bon nombre de records de vitesse et d'altitude. Des records du monde et dans certains cas des records absolus. Le Hustler a battu tellement de records et remporté tellement de trophées au cours de sa brève carrière opérationnelle qu'on l'a surnommé à juste titre le champion des champions. Le 12 janvier 1961, l'un d'eux part à l'assaut de son premier trophée et bat par la même occasion 6 records du monde. L'objectif est simple, effectuer par 2 fois une boucle de 621 miles, soit 1000 km, le plus rapidement possible.
Le commandant Henry Deitschendorf, le premier pilote du SAC à piloter l'avion, commence sa montée et passe le mur du son. L'appareil effectue la première boucle à 1707 km/h de moyenne et 1930 pour la seconde. Avec sa charge embarquée de 2 tonnes, il bat automatiquement le record pour 1 tonne embarquée et pour un appareil vide, pulvérisant ainsi 3 records à chaque tour. Pourtant, ces records, bien que remarquables, ne résistent pas longtemps. Deux jours plus tard, ils sont battus par un autre B-58. Le 14 janvier 1961, un équipage de la 43e escadre de bombardement, basée à Carswell, au Texas, fonce vers le ciel pour refaire la boucle de 1000 km. Cette fois, l'avion atteint la vitesse moyenne de 2067 km/h. Avec une charge de 2 tonnes, l'équipage bat donc les 3 records précédents et au retour reçoit le trophée Thomson pour la vitesse et l'agilité de l'appareil. La première d'une longue liste de distinctions. Le 10 mai 1961, un autre B-58 remporte encore un prix. Cette fois, il s'attaque au célèbre et très convoité trophée Blériot. 52 ans auparavant, celui-ci s'est lancé dans une courageuse tentative de traversée de la Manche. Et en posant son fragile modèle 11 sur le sol britannique, 46 minutes plus tard, il a enflammé l'imagination de tous les aviateurs du monde. En 1930, Louis Blériot offre un trophée portant son nom au premier qui aura pu voler à 2000 km/h pendant au moins 30 minutes. Un exploit qui paraît alors irréalisable. Il est pourtant accompli 31 ans plus tard, et le trophée est définitivement acquis. L'équipage du Strategic Air Command décolle de la base d'Edwards et suit une route de 1076 km qui le mène à survoler l'Arizona et le Nevada. Il grimpe à 13 400 mètres et la course commence. L'une des exigences du trophée Blériot est que l'altitude à la fin du temps de vol soit plus élevée que celle du départ. L'équipage maintient une vitesse de 2094 km/h pendant la distance imposée et remporte le trophée. L'aviation a effectué un long parcours depuis le vol historique de Louis Blériot, au cours duquel il n'avait jamais dépassé l'altitude de 100 mètres à la vitesse de 74 km/h, un demi-siècle auparavant. Après leur exploit, les commandants Eugene Murphy, David Dickerson et Eugene Moses viennent à Paris pour recevoir des mains de Madame Blériot le trophée désormais définitivement acquis par le B-58. Le Hustler n'est pas juste un avion de démonstration, c'est un bombardier du Strategic Air Command en alerte permanente, prêt à effectuer une frappe de représailles nucléaires si celle-ci s'avère nécessaire. L'appareil commence sa carrière d'active au SAC le 1er août 1960. Il rejoint la flotte de plus de 3000 avions qui constituent cette terrifiante armada des airs. Les équipages de bombardiers du SAC s'entraînent constamment, et c'est au cours d'un exercice que le B-58 décroche un autre trophée et 2 autres records du monde. Au printemps 1961, sous le nom de code Opération Heat Rise, un bombardier du SAC traverse les États-Unis, de Los Angeles à New York. Il réduit sa vitesse par 2 fois pour un ravitaillement en vol avant de reprendre sa route. Dégagé de la réglementation habituelle du SAC, qui proscrit le survol des zones à forte densité de population, il emprunte la route la plus directe vers New York et pulvérise ainsi le record de la traversée du continent après un voyage d'à peine plus de 2 heures. Il reçoit pour l'occasion le trophée Bendix. Mais cette petite promenade jusqu'à New York n'est jamais qu'une mise en jambe. Alors que le soleil se couche sur Manhattan, l'équipage fait demi-tour et se lance dans une course avec le soleil en fonçant vers la Californie. Survolant celle-ci 2 heures et 14 minutes plus tard, le B-58 se pose 41 minutes avant le coucher du soleil. Ce même printemps,
un B-58 se pose à Paris, accueilli chaleureusement par une foule enthousiaste. L'équipage est d'autant plus ravi qu'il vient de battre 2 autres records du monde. L'appareil a décollé de la base de Carswell, à Fort Worth, Texas. Il a survolé Washington et New York avant de prendre la direction de la France. De Washington à Paris, le voyage n'a duré que 3 heures et 39 minutes. De New York à Paris, seulement 3 heures et 20 minutes. Cet exploit est salué par le trophée Mackay de l'US Air Force, récompensant le vol le plus méritoire de l'année, et l'équipage est reçu solennellement par le président Kennedy. Le record suivant du Hustler ne concerne pas la vitesse, c'est un record d'altitude pour un avion emportant une charge de 2000 et 5000 kg. Le commandant Fitzhugh Fulton fait monter son B-58 à l'altitude de 26 017 mètres. Et 2 nouveaux records viennent s'ajouter à un palmarès déjà impressionnant. Enfin, le Hustler conquiert un dernier record l'année suivante, en octobre 1963. Un appareil de la 305e escadre de bombardement effectue le vol de 12 800 km Londres-Tokyo en 8h30. Cet exploit clôt 3 années exceptionnelles pour les équipages de B-58. Les remarquables performances de l'avion ont illustré avec éclat la qualité du travail du bureau d'études. Ces ingénieurs ont créé un véritable avion du futur, un bombardier capable d'effectuer ses missions à des vitesses que les autres ne peuvent atteindre. La fonction du B-58 s'appuyait totalement sur ses performances en vitesse. Il faut bien comprendre la philosophie stratégique de l'après-Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la vitesse était reine. Elle permettait d'éviter l'ennemi ou d'échapper à l'adversaire si on était pourchassé. Les chasseurs à hélice, comme le North American P-51 Mustang, atteignaient largement les 640 km/h. Mais au fil de la guerre, il était devenu évident que les moteurs à piston avaient atteint leur performance maximale. Une nouvelle technologie, d'abord développée en Allemagne et en Angleterre, allait alors bouleverser à jamais l'aviation. Pendant toute la guerre, les Allemands conservèrent la première place dans le domaine des moteurs à réaction. En 1944, le légendaire Messerschmitt ME 262, surnommé l'hirondelle allemande, surprend tout le monde avec sa voilure en flèche et sa vitesse de 870 km/h. Mais depuis longtemps déjà, les ingénieurs du Reich ont mis au point un autre type d'avion, encore plus rapide. Le ME 163 Comet est propulsé par un simple moteur fusée. C'est une machine remarquable. Au cours de l'été 1941, les prototypes de Comet volent régulièrement à 880 km/h. Lors d'un test, l'un d'eux est largué en l'air, moteur éteint, puis la fusée est mise à feu et l'avion atteint 1002 km/h. Un seul engin est plus rapide, et ce n'est pas un avion. Le missile V2 est le premier engin conçu pour passer le mur du son. Après le décollage, la fusée s'élève jusqu'à 80 et même 120 km d'altitude et atteint une vitesse faramineuse, 5800 km/h, avant que l'engin n'entame sa terrifiante descente. Tout en s'approchant de Berlin, les Alliés n'ont qu'une idée en tête: s'emparer coûte que coûte de ce qui reste de la remarquable machine de guerre allemande, en particulier des avions et des données scientifiques de la Luftwaffe. La collecte d'informations sur les performances des turboréacteurs est prioritaire, surtout tout ce qui concerne l'accroissement de la vitesse des avions et le passage du mur du son. Au voisinage de Mach 1, c'est-à-dire 1158 km/h au niveau de la mer et 1061 km/h à 10 700 mètres, les particules d'air commencent à se comprimer, formant un véritable mur. Comment peut-on le passer, et est-ce même possible? Dès 1946, les Anglais semblent en tête de la compétition pour le passage du mur du son. Ils ont toujours été en avance sur leurs alliés américains dans le domaine crucial du turboréacteur. Le De Havilland DH-100 Vampire, le premier monoréacteur britannique, entre en service dans la RAF au début de 1946. Capable d'atteindre 880 km/h à 9000 mètres d'altitude, l'avion offre des performances qui encouragent son constructeur à le modifier pour atteindre des vitesses encore plus grandes.
Mais en septembre 1946, c'est le drame. Un prototype DH-108 se désintègre en vol et tue son pilote, Geoffrey de Havilland. Après ce tragique accident, les Anglais porteront leurs efforts sur des avions sans pilote pour explorer le domaine des grandes vitesses. Pendant ce temps, les Américains progressent régulièrement. Début 1945, l'US Air Force et le NACA, le Comité consultatif national pour l'aéronautique, décident de financer en commun une série d'avions de recherche pour l'exploration du domaine des vols transsoniques. Il va en sortir la série des Bell X-1. Les essais sont approfondis. L'avion est embarqué puis largué en l'air pour accélérer avec son propre moteur. Finalement, le 14 octobre 1947, Chuck Yeager brise le mur du son et entre ainsi dans l'histoire. Il est parvenu à accélérer jusqu'à 1078 km/h à 12 800 mètres d'altitude, atteignant ainsi la vitesse de Mach 1,05. Mais si l'exploit de Yeager est réellement historique, les militaires américains s'intéressent bien plus au développement de leur nouvelle flotte de bombardiers, qui comprend entre autres le Boeing B-47 Stratojet. Le premier vol du prototype XB-47 a lieu en décembre 1947 et prouve que le turboréacteur représente l'avenir de la force aérienne des États-Unis. La conception de cet appareil repose sur les résultats des recherches allemandes récupérées lors de la victoire, qui ont conduit la firme Boeing à choisir une voilure en flèche pour son nouveau grand bombardier. Mais le constructeur de Seattle n'est pas le seul à bénéficier de l'expérience allemande. Beaucoup d'ingénieurs se sont réfugiés aux États-Unis après la guerre, et leur influence a des conséquences spectaculaires sur l'aéronautique américaine. L'un d'eux, le docteur Alexander Lippisch, rêve d'une nouvelle sorte d'avion. Lippisch était fasciné par la graine de Grande Zanoni, une semence dont la forme est étonnante. Lorsque la graine se sépare de la plante, elle descend d'une manière très particulière pour aller se poser quelque part. Grâce à la nature et à cause de la forme de la graine, elle plane très très loin de sa plante génitrice. Elle glisse en quelque sorte sur l'air. Alors tout dépend bien sûr de l'activité thermique de celui-ci, mais la forme de cette petite graine est assez inhabituelle et rappelle un peu la forme des avions à aile delta que nous connaissons aujourd'hui. Lippisch s'était entiché de ce phénomène et de la forme de cette graine, et était persuadé qu'elle convenait parfaitement pour un avion. Lippisch finit par matérialiser son rêve. Le XF-92 est le premier avion à aile delta autre qu'un planeur à voler. Il démontre la justesse de son concept. Le petit avion effectue son vol initial le 18 septembre 1948 et parvient après quelques essais à atteindre la vitesse de 1013 km/h. La principale raison d'être du XF-92, qui ne pouvait en aucune manière être un intercepteur opérationnel, était de prouver que le concept de l'avion Delta était bon et qu'il pouvait voler efficacement. Avec le succès du XF-92, la firme Convair continue de progresser dans sa recherche sur l'aile Delta. Le YF-102 ne démarre certes pas sous les meilleurs augures, mais sa version finale démontre les qualités intrinsèques de l'aile Delta. Le prototype est entièrement réétudié en 1954 et le nouveau fuselage obéit au principe de la loi des airs de Whitcomb, permettant ainsi à l'avion d'atteindre les performances annoncées. L'avion entre en service en 1956. Le F-102 atteint Mach 1,25 à 11 000 mètres. Un appareil impressionnant. Mais pas autant qu'un autre avion que le bureau d'études Convair développe depuis 10 ans. Convair avait décidé de soumettre un projet pour le GEBO, le Generalized Bomber Requirement, un programme de l'après-guerre destiné à lancer des études de bombardiers aussi poussées que celles des avions de chasse. Il s'agissait de développer un projet de bombardier à haute performance. Convair dispose alors d'une excellente image dans le domaine des bombardiers. Après ses débuts en 1945, le B-36 Peacemaker a pris place au sein du dispositif de frappe intercontinentale du Strategic Air Command. Les études pour le GEBO ont commencé dès 1946 et beaucoup des ingénieurs responsables du B-36 se retrouvent naturellement impliqués dans le projet. L'un d'eux est Harry Illiker, que l'on connaît surtout pour être le père d'un des avions les plus réputés au monde, le F-16,
Mais avant cela, il a participé activement au développement du B-58. Dans le projet B-58, j'étais au départ chef du bureau d'études pendant toute la période de conception. Puis je suis devenu ingénieur du projet pour les versions avancées du bombardier. L'étude du bombardier du futur n'est pas une tâche facile, et l'avion qui deviendra finalement le B-58 passe d'abord par de nombreuses configurations. Au départ, l'appareil est censé être ce qu'on appelle un avion parasite, un avion opérant à partir d'un autre avion plus gros. L'US Air Force veut un bombardier supersonique, mais compte tenu de l'énorme consommation des réacteurs de l'époque, le parasite semble la meilleure option. La formule a déjà été essayée avec par exemple ce F-84. Mais ce qui est proposé pour le programme Gébo étonne par son originalité et son audace. L'une des propositions était un schéma dans lequel 3 B-36 étaient supposés décoller ensemble. N'oublions pas que cet appareil avait une envergure de 70 mètres. Et il était question de les faire voler de front, accolés aile à aile. Chaque appareil embarquerait un Gébo parasite. Il volerait en formation, aile à aile, jusqu'à environ 1000 à 1600 km de l'objectif. Là, les Gébo parasites se détacheraient de leur avion mère, iraient larguer leurs bombes et rentreraient par eux-mêmes jusqu'au B-36. Ils s'accrocheraient et en théorie, tout le monde reviendrait se poser à la base. Mais au début des années 50, le ravitaillement en vol rend caduc le concept des avions parasites. Et Convair propose finalement le modèle 4, qui est accepté par l'US Air Force à l'automne 1952. C'est le développement de ce projet qui va aboutir au B-58. Le résultat est radicalement différent d'un bombardier classique et montre que Convair et l'US Air Force sont prêts à essayer une solution radicalement novatrice. L'une des dernières touches apportées au dessin de l'avion est l'application de la loi des airs, qui optimise la forme du fuselage pour en réduire la traînée à vitesse transsonique. La conception est achevée en 1954 et la construction du prototype peut commencer. Conçu pour de très grandes vitesses avec des formes aérodynamiques très pures, l'avion nécessite de nouvelles méthodes de production ainsi que des matériaux spécifiques. Les ailes du B-58 doivent être extrêmement lisses pour réduire la traînée. Elles doivent être suffisamment robustes et légères pour supporter les contraintes lorsque la vitesse est élevée à basse altitude. Elles doivent aussi résister à des températures élevées de l'ordre de 370 degrés. L'un des nouveaux matériaux utilisés pour répondre à ces exigences très strictes résulte non pas de l'ingéniosité des hommes, mais s'inspire d'un exemple de la nature. La structure produite par les abeilles dans les ruches est à la fois très légère et très solide. Le B-58 est l'un des premiers avions incorporant ce type de structure en nid d'abeilles qu'on retrouve aujourd'hui sur pratiquement tous les avions. L'idée est d'une grande simplicité. Le revêtement de la voilure comporte 2 feuilles d'alliage duralumin entre lesquelles est collée une structure de fibre de verre en nid d'abeille de 1,25 cm d'épaisseur. Grâce à son rapport poids-résistance élevé, cette matière composite constitue une grande partie des ailes, du fuselage et des nacelles de réacteur du Hustler. Ce revêtement doit rester le plus lisse possible, c'est pourquoi l'assemblage fait appel à la colle et les surfaces internes sont gaufrées. Pour atteindre et surtout maintenir des vitesses dépassant Mach 2, les moteurs du B-58 doivent fournir énormément de puissance dans des conditions de parfaite fiabilité. La flotte opérationnelle de Hustler est équipée de turboréacteurs General Electric J79 d'une poussée maximale de 7,5 tonnes avec post-combustion. Et pour conserver une aérodynamique satisfaisante, les moteurs sont montés dans des nacelles individuelles sous les ailes. Le fuselage cylindrique de 29,50 m de long est assez court et étroit pour un bombardier moyen. Et ce n'est pas par hasard. Cette forme effilée est la clé des performances supersoniques de l'avion. Elle impose une configuration spécifique pour loger les 3 hommes d'équipage. Chacun d'eux dispose de son propre habitacle et il n'y a aucune communication physique possible entre eux. Pour l'armement, l'étroitesse du fuselage a par ailleurs forcé les bureaux d'études à inventer un système original. Ils ont imaginé un avion classique,
Enfin aussi classique que pouvait être le B-58, avec tout le système d'armes suspendu à l'extérieur du fuselage. Au lieu de fixer les bombes sous le fuselage ou dans une soute, et pour conserver les qualités aérodynamiques de l'avion, ils ont totalement séparé le système d'armes, tout en faisant une partie intégrale de la configuration. Cette unité séparée est devenue tout simplement la nacelle. Emportant du carburant en plus de sa charge nucléaire, la nacelle entière est éjectée lorsque la bombe a été larguée, ce qui permet au B-58, plus léger et plus fin après la séparation, de s'échapper encore plus vite. Cette idée est directement inspirée du concept de l'avion parasite. Bien que la nacelle soit partie intégrante de l'appareil, les premiers essais ont lieu sans elle. Lorsque l'avion sort enfin du hangar pour sa présentation, il impressionne tout le monde. Le premier vol a eu lieu le 11 novembre 1956, un dimanche. Il savait que ce serait un dimanche et que la circulation routière serait beaucoup plus réduite. Tout serait plus calme et ce serait un moment plus approprié pour un premier vol aussi important. La personne qui prenait la plupart de ces décisions était Beryl Erickson, le pilote d'essai, car la responsabilité de l'avion lui incombait. Les réservoirs étaient remplis au minimum et on avait décidé de ne pas utiliser la post-combustion au décollage. L'objectif prioritaire, comme l'a dit Beryl plus tard, était juste de voir si l'avion allait voler convenablement. Le vol inaugural se passe sans encombre. Mais malgré le succès de ce premier décollage, l'avion n'entre en service opérationnel que 3 ans plus tard. Plusieurs choix de conception ont été faits sans aucune confirmation expérimentale. Et bien que le stratégique Air Command soit impatient d'intégrer le Hustler dans sa flotte, il est évident qu'un long et fastidieux programme d'essai s'avère indispensable. La campagne de test mobilise pas moins de 30 appareils, et 7 de ces premiers B-58 s'écrasent. Parmi les membres du groupe de pilotes et d'ingénieurs d'essai engagés dans l'exploration du domaine de vol de l'avion, il y a Kenneth Timpson, Val Prall et J.D. McEachern. Celui-ci rejoint Convair le premier, et son travail avec le pilote d'essai Beryl Erickson lui permet de participer à de nombreux vols historiques. Il est notamment l'ingénieur des systèmes de vol du premier décollage. Je me suis retrouvé comme compagnon de vol d'Erickson qui venait d'American Airlines et nous avons continué. Moi en tant qu'ingénieur d'essai pour lui sur le XB-24, le XB-32, le modèle 39 et les hydravions. Je suis arrivé à Fort Worth en 1946 pour les vols du XB-36. J'ai fait le premier vol avec lui. Puis il y a eu le YB-60, le YC-131 et le XC-99. Et il a décidé que je devais être avec lui sur le B-58. J'ai donc fait le premier vol derrière lui en tant que spécialiste des comportements en vol et observateur. J'en ai entendu parler pour la première fois après le premier vol, mais j'étais déjà venu à l'usine quand il en était encore au stade de maquette, pendant que j'étais dans l'Air Force. Entre-temps, j'avais travaillé chez Douglas Aircraft, où j'avais participé au programme B-66. Quand il a été achevé, j'ai pris contact avec General Dynamics pour voir s'il y avait quelque chose pour moi sur le B-58, car je trouvais que c'était un avion magnifique. Heureusement, ils avaient besoin d'un pilote, et je suis donc entré à General Dynamics en 1958. Il n'y avait pas de héros parmi les pilotes du B-58. Aucun n'était du genre à se mettre en avant ou à vouloir attirer l'attention sur lui. Il donnait toujours l'impression d'être très calme et de s'intégrer parfaitement aux choses. Personne ne jouait les vedettes. Pour moi, c'était juste de vrais professionnels. Je me rends bien compte que ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'était des types pour qui la seule chose importante était de bien faire leur travail, du mieux qu'ils pouvaient. C'était leur but. Pas question d'en tirer gloire ou crédit pour eux-mêmes.
Ils voulaient juste bien faire leur travail. Tous étaient passionnés et voulaient que ce programme avance. Les 3 hommes d'équipage du B-58 doivent rester aux aguets et en phase en permanence. L'appareil n'est pas trop difficile à piloter, mais quand on se déplace à Mach 2, on ne peut pas se permettre le moindre moment d'inattention. Le navigateur bombardier se trouve dans l'habitacle du milieu et concentre son attention sur le repérage et le maintien du plan de vol, ainsi que sur l'activation de la nacelle. L'opérateur des systèmes de défense, à la 3e place, assiste le pilote au cours du vol, en lisant les checklists et en l'informant sur la consommation et l'altitude. Mais son rôle principal au cours d'une mission concerne les systèmes de défense. Au cours du programme d'essai, les équipages découvrent qu'ils volent à bord d'un des avions les plus modernes du monde et apprécient chaque minute passée à bord. Je ne sais plus combien de fois on a volé tous les deux avec écran RBS à Mach 2 à 15 000 mètres et jamais on n'a été détecté par les radars. On n'était jamais repéré par les gars qu'on allait bombarder. C'était très difficile de repérer notre avion et de l'intercepter. Essayez donc d'intercepter un appareil qui vole à Mach 2 avec un avion qui peut atteindre Mach 2, vous verrez comme c'est difficile. La possibilité existait avec un missile ayant une portée de 8 km, mais c'était très difficile. Il n'y avait que très peu de chances d'abattre un B-58. Le potentiel du B-58 intéresse l'armée qui suit de près les essais. La pression s'accentue sur les équipes du programme pour que les délais soient tenus. Mais la réussite, si elle dépend des pilotes, dépend aussi de la détermination et de l'engagement du personnel mobilisé. Le B-58, que ce soit au cours des essais ou pendant sa carrière opérationnelle, exigera toujours une maintenance importante. Les grandes vitesses et les manœuvres brutales que les pilotes imposent à l'avion pour en déterminer toutes les caractéristiques donnent aux équipes au sol une responsabilité de vie ou de mort sur ceux qui montent à bord. Certains pourraient craquer sous une telle pression. Pas ces hommes. Les mécaniciens étaient formidables. Mais c'était avant tout des professionnels, des types extraordinaires. Et puis le programme a pris fin. Les essais étaient terminés. Le dernier est arrivé, tout le monde a été ravi et satisfait. On avait vraiment réussi quelque chose. Et puis 2 jours plus tard, j'ai appris que tous ces hommes qui travaillaient sur l'avion allaient être licenciés. Il y a des moments qu'on n'aime pas, la fin d'un contrat, la fin d'un programme. Il n'y avait plus rien à faire et ils devaient partir. J'ai couru partout pour voir si l'on pouvait faire quelque chose, mais en vain. La fin a vraiment été très triste. Le sentiment qui prévalait, c'était la fierté. On était fiers de l'avion, on voulait tous que le programme réussisse. J'ajouterai juste une chose à propos de ce programme. C'était le premier appareil à atteindre Mach 2. Et l'équipe au sol venait toujours examiner la peinture parce que la peinture s'écaillait plus ou moins en fonction de la vitesse atteinte et de la chaleur. Et en très peu de temps, ils ont pu nous dire « Vous avez fait Mach quelque chose aujourd'hui parce que la peinture s'est décollée ». Ils se passionnaient pour ce programme. En 1957, la guerre froide n'en était pas encore à son point culminant, mais on n'en était pas loin. Et le B-58 était un moyen de larguer une bombe atomique sur un objectif avec une bonne probabilité de pouvoir revenir sain et sauf. On n'a qu'un certain nombre d'atouts et on préfère les économiser si possible. Or, le B-58 nous donnait cette chance. Il était ravitaillable en vol. On l'envoyait avec les ravitailleurs et on faisait le plein en vol juste avant d'accélérer. On fonçait sur l'objectif, on larguait la bombe et on revenait se poser dans une zone sûre. L'avion avait aussi la capacité de voler à basse altitude, à Mach 0,92, ce qui était très rapide, à 150, 60 ou même 30 mètres d'altitude. Haute altitude ou basse altitude, il était construit pour faire un sort aux Russes.
its job was to get in and take care of the Russians. Le B-58 entre en service opérationnel le 1er août 1960. Sa vitesse exceptionnelle, sa puissance et ses performances font de lui une arme redoutable. Il appartient à la première flotte de bombardiers du monde et sa mission est claire. Il était conçu pour ne faire qu'une seule chose, voler vite et larguer une bombe sur un objectif. Et il était idéal pour cela. Outre ses remarquables capacités à haute altitude, le B-58 est peut-être encore plus efficace de par ses étonnantes performances à basse altitude. Pour déterminer le potentiel de l'appareil en tant que bombardier à basse altitude, un équipage du SAC décolle de la base de Carswell avec un ordre de mission sans précédent. Mener leur machine, surnommée Little Joe, jusqu'à la base d'Edwards en volant à 150 mètres d'altitude et effectuer un bombardement simulé. Pour réussir cette mission, équipage et avion doivent être soigneusement préparés. Ce raid de bombardement simulé va permettre de tester les capacités du B-58 à coller au terrain en évitant les radars et à expédier sa bombe sur l'objectif à une vitesse élevée. Voler à près de Mach 1 sans jamais dépasser 150 mètres d'altitude exige beaucoup de l'équipage et de l'avion. Cette possibilité d'évolution à basse altitude fait du B-58 une machine extraordinaire et résulte directement de la configuration delta de la voilure. La stabilité de ce genre d'aile donne en effet la possibilité d'aller vite à basse altitude, un avantage que les avions classiques à aile droite ou en flèche ne possèdent pas. Filant à Mach 0,92, le Hustler peut ainsi jaillir au-dessus de la cible en laissant très peu de temps pour réagir. De plus, la vitesse de l'appareil à une altitude aussi basse signifie qu'il arrive en même temps que le son qu'il émet, et vous ne l'entendez qu'au moment où il est au-dessus de vous. Au cours du vol, le pilote descend même jusqu'à 60 mètres. Dès que Little Joe a atteint son objectif virtuel, le pilote fait grimper l'appareil à une altitude de croisière de 10 600 mètres pour un retour plus confortable et moins stressant vers le Texas. Cette mission démontre que le B-58 et ses équipages peuvent effectivement, le cas échéant, remplir ce type de difficile mission. La précision des frappes du B-58 se vérifie lorsque l'avion affronte 12 autres bombardiers lors d'une compétition organisée par le SAC. Le Hustler étonne tout le monde en obtenant le meilleur score aussi bien à haute qu'à basse altitude. Le B-58 entre au Strategic Air Command comme bombardier du futur, mais pour les militaires, un tel statut doit être constamment vérifié. Les bombardiers du SAC passent beaucoup de temps, sinon tout leur temps, en bout de piste, leur équipage en attente de l'appel qu'ils espèrent ne jamais recevoir. Mais si la sonnerie se déclenche, ils doivent être prêts instantanément. Au cours de divers essais, les équipages réussissent à faire décoller leur machine en moins de 4 minutes, plus vite que tous les autres types de bombardiers. La vitesse et l'excellente agilité du Hustler le rendent pratiquement invulnérable aux intercepteurs, mais il faut néanmoins prendre toutes les précautions. Le B-58 disposait d'un armement défensif très symbolique, simplement pour pouvoir se dire que si nous étions pourchassés par un ennemi qui essayait de nous abattre, nous avions de quoi riposter.
C'est pourquoi on avait installé ce qu'on appelait un MD-7, c'est-à-dire essentiellement un canon Gatling M61 installé dans la queue de l'appareil. Ce puissant canon est monté dans une tourelle flexible et peut facilement s'orienter. Seul problème, à vitesse supersonique, l'avion vole trop vite pour que le canon serve à quoi que ce soit. On ne pouvait pas toucher une cible. À vitesse supersonique, l'avion allait aussi vite que les balles, de sorte que si quelqu'un vous poursuivait, il pouvait littéralement voir les balles suivre le B-58 et tomber après avoir perdu toute leur énergie avant d'atteindre leur cible. Je ne voulais absolument pas mettre de tourelle arrière sur l'avion. Ça n'avait aucun sens. Nous avions le même argument que celui que vous avez entendu dans les autres interviews. Il faudrait d'abord qu'un adversaire puisse l'approcher. Je disais toujours, si vous montez une tourelle de queue dans l'avion, vous en aurez sacrément besoin. Mais si les performances de l'avion sont sans équivalent, le B-58 pose tout de même quelques problèmes. Le B-58 pouvait parfois s'avérer très difficile à piloter. Quand tout marchait correctement, quand tous les systèmes fonctionnaient et qu'il n'y avait aucun ennui moteur, c'était une merveille. La plupart des pilotes à qui j'ai parlé l'appréciaient, l'adoraient, et beaucoup considèrent que c'était le summum de leur carrière. Le grand événement de leur vie avait été de pouvoir voler sur B-58. Mais quand les choses se passaient mal, tout basculait très vite et souvent avec des conséquences dramatiques. C'est pourquoi la capsule d'éjection concerne tout le monde. La version définitive est installée en 1963. Elle se ferme et se pressurise en moins de 7 secondes. La capsule du pilote est dotée d'instruments pour lui permettre de faire descendre l'appareil au-dessous de 12 000 mètres avant l'éjection. Des moteurs fusées propulsent la capsule hors de l'avion et elle descend suspendue à un parachute. Personne n'étant volontaire pour essayer le nouveau système, on a utilisé des ours. On les emmenait faire une petite promenade à bord du plus rapide des bombardiers de l'US Air Force et on les éjectait à Mach 2. Les performances élevées du Hustler amènent naturellement à imaginer de nouvelles configurations avec des B-58 modifiés, dont certaines très étranges. On a fait une longue étude pour tenter de convertir une de ces nacelles en cabine capable de transporter des passagers. Pour cela, il fallait installer des sièges dedans et découper les parois pour mettre des hublots. On était tous convaincus que personne ne voudrait voyager là-dedans, même si elle était boulonnée à l'avion. Dès son entrée en service en 1960, on savait que le rôle du B-58 dans l'arsenal américain ne durerait pas longtemps. Son utilité pour les militaires était déjà diminuée par les progrès rapides en matière de missiles. D'autant que le taux d'accident des Hustlers était assez élevé et que leur maintenance coûtait cher. Personne ne doutait que l'avion soit capable d'effectuer sa mission, mais la mission n'avait plus de raison d'être. L'avion est entré en service au début des années 60 et dès 1970, on l'a retiré des unités. Le dernier vol a eu lieu en 1970 lorsque le dernier B-58 s'est posé sur la base de Davis Mountain à Tucson dans l'Arizona. À cette époque, le Strategic Air Command a reçu un total de 86 Hustlers depuis l'arrivée du premier 10 ans auparavant. Malgré une vie opérationnelle courte, le B-58 a ainsi effectué une carrière assez typique. Parqué en bout de piste la plupart du temps, prêt à décoller, il attendait le signal que tout le monde redoutait. Mais malgré leurs performances remarquables aussi bien à haute qu'à basse altitude, les bombardiers nucléaires de première frappe n'ont plus leur place à l'âge des missiles. Le dernier des B-58 sort des inventaires du Strategic Air Command en janvier 1970.
Si je devais situer le B-58 dans l'histoire de l'aviation, je dirais que son grand mérite est d'avoir été le premier véritable avion bisonique opérationnel. Il était assez grand, emportait assez de carburant pour lui permettre d'atteindre vraiment Mach 2 et de voler à cette vitesse pendant au moins une demi-heure. Autre grande qualité, il pouvait tenir une vitesse de croisière supersonique pendant de longues durées. Et sur certains de ses vols de record, il a tenu une vitesse moyenne largement supérieure à 1450 km/h pendant 11 à 12 heures d'affilée. Aucun autre avion de cette époque n'en était capable. Sa configuration était très novatrice, avec sa nacelle et les nouveaux matériaux employés, comme le nid d'abeille. Ceux-ci n'avaient jamais été employés sur aucun avion avant le B-58. Et même aujourd'hui, c'est encore un des plus gros avions Delta ayant jamais volé. Le monde de l'aviation a progressé à grands bonds, souvent pendant les périodes de guerre, mais plus souvent encore grâce à la faculté humaine de rêver et d'imaginer des appareils totalement différents de ceux qui les avaient précédés. Pour moi, le B-58 mérite une place spéciale dans l'histoire de l'aviation. On a fait des progrès considérables à l'époque où je travaillais. Depuis mes débuts sur le PBY, un avion à tout faire qui volait à 145 km/h, jusqu'au F-16. Le B-58 représente sur toute cette période, du début des années 40 jusqu'aux années 90, le plus grand pas en avant dans la conception d'avions que j'ai pu voir. 10 ans avant le premier vol du B-58, un tel avion ne pouvait être qu'un rêve. À l'époque, les bombardiers n'étaient que de grosses machines, lourdes et un peu pataudes. Le Hustler a changé ce concept pour toujours. Personne n'aurait imaginé qu'un avion de 30 mètres de long puisse un jour emmener 75 tonnes à 2 fois la vitesse du son. Et pour ceux qui ont volé à son bord, rien ne pourra jamais se comparer au Convair B-58. Nous aimions tous beaucoup cet avion. Quand je repense à cette époque, c'est ce qui me revient à l'esprit. Voler n'était pas un travail. C'était notre hobby, notre profession et notre vie. Fruit des efforts de brillants ingénieurs prêts à prendre des risques, d'hommes qui osaient rêver, le Convair B-58 Hustler restera à jamais une aile de légende.